he used to flick matches at me. He'd say, "You want to play with fire, little boy?" Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynch Planning. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut Sofiane. On essaie de décortiquer la carrière de David Lynch, sa filmographie et aussi Twin Peaks. Et là, on continue notre marathon de la saison 2 avec l'épisode 3, The Mind Behind Glass. Pourquoi ce nom ? Est-ce qu'il y a un truc dans l'épisode que j'ai raté ? Non. Moi je l'ai pas. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai pas d'explication. C'est peut-être une référence Chez à un vous, livre ou un truc. Contactez-nous. Oui. Non, j'ai cherché. C'est aussi le nom, je crois, d'un poème des années 30. Mais c'est vraiment genre Man in the Mirror, quoi. C'est vraiment genre, si tu veux changer, il faut te regarder dans la glace. Donc j'ai fait, bon, laisse tomber, c'est pas ça. Ouais, ok. Je me demandais si c'était une référence à Harold ou un truc comme ça, mais... Peut-être qu'il est dans une serre. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est vraiment... On s'en fout, de toute façon, c'est pas les titres choisis par David Lynch, donc... Oui, donc voilà. Voilà. Joseph. Retourner à Twin Peaks une fois par semaine, là, comme on fait en ce moment, ouais. un peu comme si les épisodes sortaient en live et qu'on les regardait une fois par semaine. Oui. Ça me ramène en 2017 beaucoup avec le The Return quand on faisait les épisodes par semaine. Sauf que là, on a un peu plus le temps de faire des recherches et ce genre de trucs, ce qui est quand même un peu mieux. Parce que et puis c'est aussi des épisodes qu'on a vus. Ouais. Par le passé. Quand on avait fait la saison 3, souvent on enregistrait le jour même où nous on le voyait. On enregistrait le lundi, ça sortait le dimanche je crois, et on enregistrait le lundi ou un truc comme ça. C'est possible. Et ouais, on n'avait pas trop le temps de faire des recherches et tout. Là on a le temps de savourer. Et c'est pour ça que oui, il y avait quelqu'un qui nous demandait sur Twitter si on allait faire un épisode ou deux sur la saison 3. Oula. Et on va revenir sur la saison 3 en détail. Ouais, on essaiera d'avoir une lecture beaucoup plus complète. Ouais. Et vraiment chercher plus que faire une réaction à chaud, quoi. Ouais, comme j'en étais pas à l'époque, donc ça va me faire plaisir de pouvoir en discuter avec toi. Ouais, c'est vrai que t'étais pas là. À l'antenne. Pour cet épisode, à la réalisation, nous avons Leslie Linklater, donc, qui revient après, MVP. Qui avait réalisé Cooper's Dream dans la saison 1. Oui. L'épisode où il y avait beaucoup de plans de Barbershop Quartet, comme tu disais. C'était des mecs qui apparaissaient avec... Où ils étaient tous en mode en direct, ils vont harmoniser. Tous de profil et ils vont harmoniser. Comme dans le clip de Europe. Et elle avait fait un caméo en bossu dans le dernier épisode de la saison. Dans l'espèce de Igor du One Night Jack où elle est en train d'apprêter Audrey. Au niveau de carrière, elle a une des plus grosses carrières des réalisateurs. Costaud. Ouais. En série aussi. Elle a été nommée 4 fois aux Emmy, je crois qu'on n'en avait pas parlé de ça. Pour son travail pour Homeland. Un peu Burke, hein. Je suis pas fan d'Homeland moi personnellement. Très bien, moi j'ai pas d'avis sur Homeland, donc on peut continuer. Mais aussi pour Mad Men. Ah, là, c'est déjà, là ça me fait plaisir. Elle réalisera 2 autres épisodes de la série par la suite. L'épisode est écrit par Robert Engels, donc qui est co-scénariste de Firewalk With Me, qui a produit la majorité de la saison 2. Et qui est aussi coproducteur et scénariste de On the Air, l'autre série de Frost. J'ai hâte qu'on en parle parce que j'y connais rien du tout. Ouais. Et j'ai fait exprès de pas trop en lire jusqu'à ce qu'on se mette à explorer ça. Parce on fera un épisode spécial sur le sujet, un de ces 4. Ça va être un ovni total, donc c'est intéressant à explorer. Par la suite, il écrira 10 épisodes de Twin Peaks en tout. Et dans la saison 1, il avait écrit The One Armed Man. Donc voilà. Donc là, on a des habituels. Oui. Voilà. On a le cœur, l'équipe cœur qui est là. Ouais. Et c'est cool. Quitte à pas avoir Lynch, ça fait plaisir d'avoir Leslie. J'allais dire Linda, mais non. Leslie. Là, Lynch et Frost, en l'occurrence, sont encore présents derrière aux manettes, quoi. Ils sont encore là pour donner les directions. C'est un peu plus tard dans la saison qu'ils vont s'éloigner de ça. On en reparlera à ce moment-là, mais je me souviens plus. Lynch, évidemment, c'est connu qu'il a quitté le projet. Frost était encore là quand c'est... Frost, il y a eu des moments où il était pas là. Il y a des moments où il était pas là et des moments où il était là. Et certaines des idées en roue libre sont un peu de lui. Il arrive à 15h bourré. Non, et puis certaines des idées qui sont dans la fin de saison 2, qui sont un peu bof, viennent de lui. On aura le temps d'en parler. Ouais. En attendant, parlons de la Log Lady de cette semaine. Oui. Letters and words, calling out for understanding. Donc Maggie la Log Lady qui nous parle des lettres et des mots. Ouais, elle nous fait un cours de typo, donc j'étais content. C'est vrai que c'est ton truc, ça. C'est ton kink. C'est mes études en tout cas. Je sais pas si c'est mon kink. Mais...
Oui, elle nous parle du fait que les lettres c'est des symboles. Elle nous explique comment on forme un langage, à quoi sert un langage, qu'on écrit des choses, et en espérant que... Ouais, c'est tout. Ça parle de communication, mais c'est quand même assez vague et très... C'est pas mon monologue préféré, la Log Lady, pour être très honnête. Moi, ça m'a amené à Lynch qui parle du langage et de la communication. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses que j'ai lues de lui et comment il utilise le langage et pourquoi il ne communique pas, par exemple, sur ses films. Par exemple, quand on en parlait tout à l'heure, quand il décrit Inland Empire, oui. Il dit c'est une femme dans le trouble, une femme qui a des problèmes. Une femme qui a des problèmes, exactement. Et alors que c'est un film de 3 heures sur autre chose, quoi. Tu vois, c'est aussi sur être une actrice, etc. Oui, mais c'est bien aussi quand on te dit juste assez pour te préparer un film, même si ce assez a rien à voir avec le film en lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Comme quand avant que je me remette à Twin Peaks et que je le comprenne mieux, c'est toi qui m'avais dit, c'est un peu comme une parodie de soap opéra, mais pas vraiment. Et tu m'as dit un truc qui était juste assez pour que j'ai le déclic avec Twin Peaks. Donc c'est pareil que pour préparer quelqu'un à un film, il faut pas lui raconter ce dont parle le film en fait. Non, totalement. Et puis Lynch a une sorte de haine envers le langage. Il le dit clairement. Une haine. Ouais. Il aime pas mettre des mots sur les choses. Il refuse. Ah oui. Ça enlève de la magie. Voilà, ça enlève de la magie. Et aussi, ça donne une interprétation et ça empêche toutes les autres interprétations, en fait. C'est-à-dire que si t'as qu'une interprétation à cause de ce mot, ou à cause de cette phrase qu'il a dit, par exemple, s'il expliquait la fin de, je sais pas, Mulholland Drive, ça empêcherait toutes les autres versions de ce qu'on pourrait penser sur cette fin d'exister. Donc, c'est toujours mieux, de toute façon, quand un créateur n'explique pas trop son œuvre, que ça permet à chacun de le vivre. Et puis, il y a un soft spot un peu d'une œuvre qui est pas interprétée officiellement, et du coup tu peux aussi moi j'aime bien subir un truc cryptique et être juste assis devant et dire je comprends rien, et j'aime trop le fait de rien comprendre et même pas chercher, tu vois. C'est aussi assez jouissif, je trouve. Non, moi c'est ça que j'adore dans Lynch, et c'est ça que je n'aime pas trop dans certains réalisateurs actuels. Après, c'est peut-être pas forcément de leur faute, il y a aussi de la production qui est souvent derrière à mettre la pression pour qu'on explique tout le temps, que chaque fin soit parfaitement emballée dans un paquet cadeau. Ou alors quand c'est cryptique, c'est très in your face, quoi. C'est très, vous avez vu, hein, la fin, dis donc, vous comprenez rien, hein. J'aime beaucoup Nolan, tu vois, par exemple. J'ai rien contre lui, mais par contre, par certains de ses films, je trouve qu'il explique un peu trop les choses, tu vois. Oui. Interstellar, par exemple, je trouvais qu'au bout de la 30e explication de ce que c'est un trou de verre, j'avais compris la première fois, j'avais pas besoin de le savoir 1 million de fois non plus. Et c'était un peu comme si, tu vois, tu prends Kubrick et 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'on t'explique pas grand-chose. C'est chaud dans le tel. Et voilà, et quand ce film Interstellar est sorti, on disait, c'est le 2001 de Nolan. Nolan, ok. Voilà, et là, justement, oui, on met le de Nolan en grand, quoi, parce que c'est vraiment ça qui ressort quand j'ai vu le film. Je fais, oui, c'est vraiment à la Nolan, oui, il y a besoin de parler, d'expliquer, et c'est son truc, ça marche avec lui. Mais je le vois mal faire un film un jour à la Lynch où il explique rien. Pourtant, il y a la fin d'Inception où tu peux te poser des questions, de dire... justement, c'est un exemple de fin qui te dit, regardez comme il y a du suspense, comme c'est un cliffhanger, comme c'est pas très expliqué. Et la fin, elle te secoue vraiment en mode... regarde, t'as vu, j'ai pas mis une résolution comme d'hab. C'est rare, quoi. C'est rare. Parce que mais il pouvait pas la jouer Loki non plus. Il a même fait un film entier là-dessus qui s'appelle Le Prestige, qui est un de mes films préférés de Nolan. Et c'est un peu un film là-dessus, quoi. Sur, on n'explique pas, on montre, etc. Et ensuite, à la fin, hop, t'es sur le cul, comme ça. Et je trouve qu'il a un peu perdu du mystère avec le temps, Nolan. C'est vrai. Voilà. On a fait une petite page Nolan. D'ailleurs, il y a son teaser trailer qui devrait sortir aujourd'hui, ou un truc comme ça. Il fait quoi là en ce moment? Un truc qui s'appelle Tenant. Il n'y a pas de David Tennant dedans. Bon, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais pas vraiment avec qui c'est, j'ai oublié de regarder. Je peux pas te dire. Merci de m'avoir donné le titre du projet. Pour retourner à Lynch, oui. Faut savoir que quand il fait des communiqués de presse, il utilise comme description Eagle Scout, Missoula, Montana. Quoi? David Lynch, Eagle Scout, Missoula, Montana.
Donc tu vois le pouvoir des mots dans Lynch, c'est que là il montre, il n'est pas écrit réalisateur, il n'est pas écrit peintre, il n'est pas écrit quoi que ce soit artiste ou un truc comme ça. Mignon, il est marqué Eagle Scout et, dans tous ses communiqués de presse qu'il fait quoi. Il y a une très bonne vidéo sur le sujet qui s'appelle The Treachery of Language. Qui parle que de David Lynch, tu l'as vu non sur YouTube? Ça me dit quelque chose, mais là je m'en souviens pas. C'est une très bonne vidéo sur le sujet et sur pourquoi Lynch n'aime pas expliquer les choses. Si, je l'ai vu, oui. Et je trouve que parfois il utilise le langage plus pour le son que pour le sens. Le cri, par exemple, tu vois, le cri, les bruits bizarres, on le voit plus dans la saison 3. Hein. On voit beaucoup plus dans la saison 3 de Twin Peaks ce genre de truc où c'est vraiment plus des... C'est plus des sons que du langage vraiment. Oui, en fait. Il y a un mot pour ça en sémiologie, j'ai oublié. Okay. Mais oui, je vois totalement ce que tu veux dire et ça revient un petit, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec quelque chose que tu apprécies de manière sensible et pas de manière interprétée. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi la répétition de certaines phrases à travers son œuvre, comme une sorte de mantra, parce qu'on sait que lui, la méditation, le mantra, c'est son truc, quoi. Et par exemple, les phrases sur Damn Fine Coffee qui reviennent dans tout le temps. Enfin, il y a des mantras dans sa carrière à David Lynch, tu vois. This is the girl dans Mulholland Drive. Enfin, tu vois, des phrases qui reviennent comme ça à travers ses films, à travers la série. Et donc c'est intéressant de se pencher sur ça parce qu'on se pense plus d'un côté visuel et auditif quand on pense à Lynch, tu vois. Ouais. C'est plus des sensations vraiment audiovisuelles, quoi. Ouais. Quand mais pas trop sur le langage. On n'est pas, quand tu penses à Lynch, tu penses pas forcément au dialogue comme un Tarantino, j'en sais rien. Et pourtant, il a un style qui est quand même très particulier. Il a un style très particulier. C'est vrai. Mais c'est pas les trucs qu'on cite quand on pense à Lynch, tu vois, genre ce grand monologue ou ce grand dialogue. On en parlait la semaine dernière quand on essayait de parler un petit peu du concept de Lynchien, de l'ordinaire, le banal qui était confronté à l'horrifique et qui donnait quelque chose un peu surréaliste et bizarre. Et ben justement, c'est souvent par le langage qu'il y a le côté banal et le côté décalé, ordinaire, drôle. C'est souvent parce que dans une situation horrible, il y a un personnage qui va dire quelque chose. Voilà, c'est décalé totalement. Donc oui, en fait, David Lynch, il existe aussi vachement son style par le dialogue aussi, c'est vrai. Et il y a une phrase qui revient souvent que Lynch a dit un jour, c'est à partir du moment où tu mets des mots sur les choses, personne ne voit le film de la même manière. C'est-à-dire que la vision du film change. C'est plus la personne elle-même qui se fait sa propre vision, c'est imposé. La vision du réalisateur est imposée. Et il dit, c'est ce que je déteste. Il dit, parler, c'est vraiment dangereux. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment une phrase qu'il a dit, quoi. Parler, c'est dangereux. Le monologue de la Log Lady donc nous a rappelé le court-métrage de Lynch de 68 qui s'appelle The Alphabet. Donc c'est un court-métrage très particulier. Déjà pour 68, pourtant il y a déjà tout Lynch dedans. Il y a vraiment tout Lynch dedans. Donc on voit une personne allongée. Il y a des nains. Je sais plus. Il y a des singes. On a une personne allongée qui a le visage dans l'ombre avec des lunettes de soleil ou un truc sur les yeux. Ensuite on voit The Alphabet écrit à la main. Et on a une sorte de dessin animé stop motion où il y a des formes et des lettres de l'alphabet qui apparaissent. Avec en fond un enfant qui récite la chanson de l'alphabet et tout. Il y a un homme qui chante. Il y a un bébé qui pleure, qui se trouve être Jennifer Lynch. Elle est toujours là. Elle est toujours là dans les bons coups. Donc il y a de la fumée, il y a... Ouais, j'ai noté que c'était la fumée, ça m'a fait penser un peu à des sécrétions qu'on voit revenir dans Eraserhead ou dans Twin Peaks saison 3. Enfin, il y a déjà la base de son style plastique. Ouais. Tout est là. Et il y a une assez grosse influence pour faire un mini point art. Dans ces quelques minutes à peine de court-métrage, on voit qu'il y a beaucoup de surréalisme évidemment, donc du Dali, du Chirico. Il y a aussi du Mondrian, donc ça il y a des formes très basiques et des couleurs, etc. Donc ça c'est Mondrian à fond. À un moment il y a un buste humain qui fait très Francis Bacon, tu sais, ces autoportraits où il est déformé et tout ça. Ou alors les portraits de gueule cassée par Autodix. Tout ça, on mettra sur Twitter si ça intéresse. Déjà. Ouais, tu le feras. Je le ferai. Et à la fin de ce court-métrage, il y a une sorte de mélange de prise de vue réelle et
et de ce stop motion où du coup c'est la première femme de Lynch qui est du coup un visage très très pâle dans cette espèce de chambre peinte en noir, et ça fait très film d'horreur japonais en fait. Ah, ok. Tout d'un coup. Et je trouve voilà, c'est Lynch qui fait un court-métrage sur l'alphabet, hein, juste on pense à ça, et il fait cette espèce de condensé d'influence, un truc hyper flippant et hyper bizarre. Il y a de la fumée, il y a de la musique. Faut faire gaffe parce que si on cherche le court-métrage sur YouTube, il y a une version où la bande originale a été refaite. Ouais, et c'est un truc hyper dronant, hyper bizarre et un peu dark, et ça fait penser à Eraserhead et tout ça, mais c'est pas la version originale. La version originale est encore plus bizarre parce que c'est des chants d'enfants et des trucs comme ça. Mais voilà, ça nous a fait penser à ça. Et en fait, l'origine de ce court-métrage, c'était donc Peggy, voilà, j'avais oublié son nom. Peggy Lynch, la première femme de Lynch, qui lui racontait qu'un jour, sa nièce, elle avait rêvé de l'alphabet. Et que, en se réveillant, elle avait juste continué à raconter l'alphabet. Et Lynch, il a fait, ça m'a donné une idée. Les rêves. Oui, voilà. Et donc, il a fait ça. Je vous conseille, si vous voulez regarder un court-métrage très bizarre. Je pense sur Vimeo, il est, non? Il est sur YouTube, il est sur Vimeo. Mais en version originale, sans la ouais. La nouvelle bande originale. Oui, les deux sont sur YouTube, sont très facilement trouvables. Ok. De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, à un moment ou à un autre, on fera un épisode sur les courts-métrages de Lynch pour en parler un peu plus longuement, parce qu'il y a beaucoup à dire. On passe à l'épisode ? Allez. C'est parti. C'est parti. Le générique. C'est vrai, parce que Twin Peaks c'est un très chouette générique. Ouais. J'ai appris cette semaine que l'oiseau était mécontent parce qu'il a été de nouveau coupé au montage du prochain Terrence Malick. Ah merde. C'est la 12e fois. C'est la 12e fois, ouais. Putain. Ouais. Donc on espère qu'un jour, parce qu'en plus bon, Terrence Malick fait plus que des films de merde, donc j'espère que voilà quoi, il sera pas dans une série B avec Terrence Malick dans 10 ans, tu vois. Nous sommes le dimanche 5 mars 1989 et Ronette se débat dans son lit. Enfin, elle est plutôt elle convulse. Forcée d'être remise. Elle est remise de force dans son lit plutôt. La caméra tourne doucement dans la chambre d'hôpital. Très joli travelling circulaire. Ouais. La transfusion est bleue. Oui, et Albert, c'est du colorant alimentaire. Il a tout de suite compris, lui, Albert. C'est un Mr. Freeze. Et Cooper, il trouve une nouvelle lettre sous l'ongle de Ronette. Oui. Le O. Donc, O-D-I-L. Lido. Ça doit être une danseuse. J'ai noté la même chose. Merci. Non, en réalité, c'est un B. Quand même étrange, ces lettres que laisse le tueur. O-D-I, maintenant L. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Lido. C'est être une danseuse. Tu me passes les tripes. Sous l'ongle de Ronette, la pauvre. Donc le mystère continue. Le mystère continue. Je reviendrai sur cette histoire de lettres, etc. dans la section spoilers à la fin de l'épisode, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. D'accord. Enfin, beaucoup. J'ai des choses à dire. Tu as des choses à dire dessus. Cooper parle du géant et de ses indices. Ouais, il se dit, alors les gars, là j'ai plus trop le choix, il faut que je vous le dise. Je suis désolé, j'ai encore fait un rêve. Le shérif est à fond dedans. Ah oui, il est Albert. Fidèle à lui. Lui, il est pas... Voilà, tout de suite il part sur... Mais sa question est valable. Est-ce que ça a un rapport avec le nain? Ouais. Sa question est valable. Pour le coup, Albert, il pose pas une question con. You were visited by a giant. Any relation to the dwarf? Donna rencontre ce weirdo de Harold Smith, donc qu'on n'avait pas encore rencontré. Non, bah qui est une sorte de hipster de son époque, avec des bretelles, l'arme et le look qu'il a et tout. Enfin, il a un côté un peu hipster sur les bords, quoi. C'est vrai. En plus, lui, il a aussi un côté pure nice guy. Ouais. oui. Il paraît un peu creepy, mais en fait il est gentil, mais en fait il est re-creepy derrière, et en fait il est re-gentil derrière. Exactement. C'est une montagne russe. Donc Laura lui a demandé de contacter Donna si quelque chose lui arrivait. Donc on pense qu'il est agoraphobe, hein, tout simplement. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? C'est la deuxième fois que je vois cet épisode du coup.
Et à chaque fois, quand il dit qu'il peut pas sortir, à chaque fois je l'imagine sortir de chez lui et genre prendre feu à cause de... Et dans ma tête c'est une raison valable, tu vois, pour moi c'est genre... c'est Twin Peaks. Il y a un sorte de sort contre lui ou un truc comme ça. Et il peut on l'a jeté une malédiction. Non, et c'est aussi possible parce qu'il a aussi un côté... tu sais, ça me fait penser à La Belle et la Bête. Oui. Il habite dans son château et elle vient et enfin voilà, elle vient, elle se fait aussi kidnapper dans La Belle et la Bête. Mais... et il y a un petit côté comme ça et en plus on revient un peu plus tard à Audrey qui elle représente la Belle au bois dormant, endormie dans son lit, qui attend son prince charmant qui vienne la sauver. C'est vrai et là on est dans le conte vraiment dans cet épisode, je trouve il y a vraiment un truc avec le conte. C'est vrai, et puis il y a toute une histoire de fleurs. Ouais. Il y a beaucoup de trucs. J'y ai pas pensé, c'est une lecture super intéressante ça. Ouais. La Belle. Je suis pas la moitié d'un con des fois. Harold fait de l'horticulture. Oui. Donc l'orchidée, ça vient du grec pour testicule. Voilà ce que j'ai appris. Donc je me suis dit, je vais le partager aux gens. Parce qu'en fait, tu sais, les petites cloches. Ah. Voilà. Très bien. Les petites clochettes. Et donc il fait pousser des couilles chez lui. J'ai failli faire une speed take. J'ai failli faire une speed take. J'étais persuadé qu'on était passé à autre chose. Les orchidées rouges, parce que je crois que c'est des orchidées rouges qui lui montrent, symbolisent la passion et le désir, mais ça peut aussi symboliser la force et le courage. Et pour moi, ça me fait penser à Laura, tout ça. C'est vrai. Tu me dis passion, désir, force, courage, je pense à Laura. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, ces fleurs s'appellent les chaussons de danseuse, je crois. C'est le nom de c'est le nom des. C'est le nom de ton groupe de rock. Donna fouille, elle trouve un papier. Oui. Harold, il a une mini loupe. Faut quand même le dire, quoi. Il a une petite loupe qui regarde. Oui. C'est un vrai hipster. Non, mais c'est un vrai hipster. Ça. Il est un peu steampunk en plus, tu vois. Je l'imaginerais bien être steampunk comme mec. Tu sais, avoir une sorte de monocle et tout. Il dort dans un haut de forme. Ouais, voilà. Et je trouve qu'il a un côté Manic Pixie Dream Girl aussi. T'as l'impression que dans 2 secondes, il va sortir le ukulélé. Il va te faire des reprises de gangsta rap en mode folk, tu vois. C'est Zoé Deschanel. Et donc ouais, il fait une petite blague sur le fait que elle dit je vais revenir et lui il dit bah je serai là. Moi je serai là. Voilà, ça sort pas. Et tout ça sur le thème de Laura repris à la flûte. Ah oui, c'est vrai, ouais. Très sympa, j'imagine. Petit coup de flutine. Oui. Hello, Twin Peaks Sheriff Station. Who may I say is calling, please? Au Sheriff Department, Cooper utilise sa méthode d'enquête préférée, le tableau noir. Mm-hmm. Albert fait encore des blagues, cette fois sur Jack et le haricot magique. Le haricot magique, c'est ça. Ouais. La cocaïne trouvée dans la moto de James venait de Léo. Voilà. Je sais pas trop comment, mais Albert a retrouvé l'origine de la lettre dans l'ongle. En disant que ça vient de l'édition de Flash World. Donc je sais pas comment il a fait tous les magazines du monde. J'ai aucune idée de comment il a fait pour retrouver. C'est une certaine encre. En même temps, c'est l'encre peut-être. Ouais, ou alors ça se trouve, il s'est juste dit ça fait partie de l'enquête. Ouais. Ça a l'air d'être lié aux gens qui sont pas nets. Je vais tester, je vais voir, et puis bah voilà quoi. Et apparemment c'est une édition de Flash World qui parle de caniche. Pardon, j'ai pas. Ok, peut-être j'ai mal compris la traduction, mais j'ai entendu poodle à un moment et je fais. Ah d'accord. Ah, j'ai pas saisi ça. Je préfère pas savoir au final. Cooper s'est fait tirer dessus avec un Walter PPK, donc le flingue de James Bond. Mm-hmm. Écoutez Bondsplaining, mon podcast sur le sujet. Plug. Et là, on avait la semaine dernière, on découvrait la face cachée du Major. Oui. Là, cette semaine, on découvre celle d'Albert. Oui. C'est-à-dire que c'est un misanthrope, Albert, de ce qu'on a vu, tu vois. Il aime pas les gens. Mais c'est un misanthrope pacifiste. Donc, oui. Donc il a une certaine En fait, derrière. C'est comme si c'était un nihiliste croyant, tu vois. Il y a un côté. Ouais, c'est un peu une sorte de paradoxe de personnalité où il est hyper ironique constamment. Mm-hmm. Il y a toujours une petite réflexion pour faire mal aux gens, mais en réalité, il n'est qu'amour. En réalité, il aime tout le monde et il veut surtout pas se battre. Ce qui est assez étonnant parce que dans la saison 1, je me rappelle qu'il se jette un peu sur le shérif Truman quand il se pousse sur le corps de Laura, tu te rappelles ? Ouais. Je crois qu'il y a un petit mot. Donc, bon, je me demande comment c'est venu cette volonté de. Est-ce que c'est juste pour avoir quelque chose d'inattendu avec Albert ou tout d'un coup il fait ce monologue Ça me fait. J'ai l'impression que ça vient de Lynch, ça, je sais pas pourquoi. C'est possible. Tu sais, les références à Gandhi et King. Ouais. Oui. Et Coupe qui dit le chemin d'Albert est compliqué. Et la gueule du shérif Truman aussi.
Bah, il lui dit je t'aime quand même. Il comprend pas ce qui vient de lui arriver, quoi. Il est là. Tu sais, il s'attend à la bagarre, il est prêt à se bagarrer, et d'un seul coup, il se retrouve avec un mec qui lui dit je t'aime. Qui est même pas bourré. Voilà, il a pas l'habitude de voir ça dans sa ville, tu vois. Donc ouais, Albert, on disait tout le temps que c'était un de notre personnage préféré, Albert. Oui. Il est dans le top 10 minimum, quoi. Tu vois. Carrément. Les gens qui regardent pour la première fois, ils pouvaient se demander, c'est juste un connard, c'est pour ça que vous l'aimez bien. Mais non, en fait, c'est pas juste un connard. En réalité, c'est un soldat de l'amour, mon Exactement. Et on l'aime aussi. On l'aime. Et on aime Miguel Ferrer, qui n'est plus avec nous de nos jours. Oui. Listen to me. While I will admit to a certain cynicism, the fact is that I'm a naysayer and hatchet man in the fight against violence. I pride myself in taking a punch, and I'll gladly take another because I choose to live my life in the company of Gandhi and King. My concerns are global. I reject absolutely revenge, aggression, and retaliation. The foundation of such a method is love. I love you, Sheriff Truman. Albert's path is a strange and difficult one. James est innocenté. Oui, c'est vrai. On voit Hawk, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison. Donc je l'ai noté. Je fais c'est la première fois depuis le début de la saison pour qu'on l'instant, voit Hawk. on lui fait pas grand chose à faire à Hawk. Il a une boucle d'oreille. Ah, voilà. D'accord, donc c'est ça qu'il a fait entre temps. J'ai noté. Voilà, il a les stars. Ça allait pas passer. On lui filait pas de boulot, il a fait bon. Et là, on rencontre Dick Tremaine. Alors, Dick Tremaine, c'est en gros l'ex de Lucy avec qui elle couchait pendant un moment. Il couchait sur les matelas des Best Buy ou je sais plus trop quoi. Ouais, ils étaient à Ikea. Ils sont allés à Ikea, c'est comme ça que... Et bref, lui, c'est un gros snob. On peut pas le dire autrement, c'est son... Ouais, mais il est cheap. C'est un cheap snob. C'est un... Tu peux te dire qu'il doit pas sentir bon, tu vois. Mais il a beau être bien habillé, avoir l'air propre. Non, à mon avis, il porte beaucoup trop de cologne. Voilà. Tu vois, c'est ça, il cache sa mauvaise odeur avec beaucoup trop de cologne. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'il est cheap. Ouais. Mais bon, le look, le sourire, il fait une blague, il fait une référence woke en disant que les natifs ont des raisons d'être énervés et tout. Et là, je fais, Dick Tremaine de nos jours sur Est-ce Twitter. Que c'est le mec le plus woke de Twin Peaks? Non, mais il arrive tout de suite, il se retourne. Et après, je constate qu'il est en train de fumer une cigarette devant un signe no smoking. Qui est un truc qui reviendra dans la saison 3 d'ailleurs. Non, Dick Tremaine, c'est un dick, quoi. Voilà. C'est un dick. Et Leland qui débarque de nulle part, façon Leland, il sort hors champ, il est hors champ et il arrive dans la caméra d'un coup, sorti de nulle part. Et je me rappelle, j'ai un peu sursauté, genre, merde, qu'est-ce qu'il fout là, Leland? Et donc Leland annonce qu'il a vu Bob. Oui. Quand il était petit, il allait dans la maison de vacances de son grand-père. Et Bob, il habitait à côté, dans une maison blanche. Enfin, pas vraiment à côté, mais il explique ça. Et son nom, c'était Robertson. Et voilà. Et il lui disait souvent, est-ce que tu veux jouer avec le feu, petit garçon? Voilà. En allumant des allumettes et en lui balançant dessus. Yep. Très sympa. Ça, c'est quelque chose qu'on entendait rapporter par James. Ouais. Que Laura disait. Ouais. C'est vrai que James avait dit You want to play with fire, little boy? You want to play with Bob? Donc on apprend que son nom complet, c'est Robertson. Mais surtout, la question qui nous vient, c'est comment Bob n'a pas vieilli depuis l'enfance de Leland. Oui. Si Leland le reconnaît sur la photo telle quelle... Il n'est pas tout jeune. Voilà, c'est qu'il y a eu une trentaine d'années, 35 ans. Il a quel âge? Il a la quarantaine, Leland, je dirais, on va dire. Oh, tape la cinquantaine, je pense. Non, pas encore. Hein. C'est parce qu'il a les cheveux blancs, là. Mais... Non, je pense qu'ils ont 45, on va dire, tu vois. Ok, très bien. Mais donc, il a pas vieilli, Bob. Donc là, ça nous met encore plus dans la question, mais qu'est-ce que c'est, Bob? Il vient hanter les gens, il vient hanter les rêves, il donne des visions aux gens. Il enjambe des canapés. Il reste au pied du lit. Oui. Il a une chouette qui se superpose à sa tête. Il est lié au hibou, voilà. Ouais. Et maintenant, ça, on apprend que donc, peut-être, il ne vieillit pas. Au Double R, Dick est très snob. Pour changer. Et je me disais, c'est l'inverse d'Andy à tous les niveaux. Il est très sûr de lui. Oui. Il se la joue riche, alors qu'Andy, c'est plus un mec, voilà... C'est un mec simple. Un mec simple. À tous les niveaux. Voilà.
je l'ai jamais vu habillé en dehors de sa tenue de shérif. Non, je pense qu'il dort dans son uniforme. Ouais, voilà, est-ce qu'il dort dans son uniforme, c'est possible. Il se sent en sécurité. Dit qu'elle a l'air de faire des références à la littérature, à des trucs dans le genre, à essayer de se la jouer un peu plus de la haute. On dirait que c'est un petit peu le dandy local. Quoi. Voilà. Alors qui peut pas être un vrai dandy, mais qui se la joue dandy à fond. Voilà, exactement. Et qui essaye de charmer les petites meufs du coin, la standardiste. Voilà quoi. Ouais, il a ghosté en plus. Il a ghosté Lucy. Oui. Avant que ghoster soit une chose, quoi. Il a inventé Ghost, le ghosting. Bah, merci Dick Traven. Merci Dick Traven. Et donc elle lui annonce qu'elle est enceinte. Et voilà, donc maintenant on a 2 hommes qui se battent pour savoir qui. Ils se battent pas du tout. Non, mais Dick il s'en fout. Dick il s'en fout. Andy va se battre. James et Maddie sont là. En fond sonore. Il y a Just You. Il y a Just You. Ouais. Et je voudrais juste saluer que, quand même, on en dit du mal de Just You. Mais en 24 heures, c'est quand même sorti, c'est devenu un tube et ça passe à la radio. Ça passe à la radio. Et tu trouves pas qu'il y a un... Est-ce que t'as déjà vu Hélène et les garçons quand t'étais petit ou t'étais trop jeune pour ça? Non, j'ai pas connu ça. Ok. Je l'ai vu par la suite. Il y avait toujours un petit son de guitare derrière et je trouvais que Just You sans les paroles, ça faisait vraiment un côté Hélène et les garçons. Mais ça fait très tous les garçons et les filles. En plus, ils avaient un diner dans Hélène et les garçons, ça faisait vraiment à l'américaine quoi. Ouais. Alors qu'ils étaient en France, tu vois, ils étaient tout le temps en train pour ados, quoi. Ils étaient en train de boire des lait fraises à chaque fois, des trucs comme ça. Les fraises. Voilà. Ils sont tous les deux, ils ont un lait fraise chacun. Et ouais, ils parlent. Ils trouvent que Donna a changé. No shit, James. James, il parle du changement de comportement de Donna quand elle a pété un câble à la prison. Là. Et là, il dit sa phrase culte, qui est donc devenue la grande phrase de James à chaque fois qu'on veut se moquer de lui. Parfois, j'aimerais monter sur ma moto et partir. Et là, je pense qu'on a une partie de la fandom qui lui dit bah vas-y, casse-toi, connard. Parce que là, James, dans cet épisode, il prend un virage quand même où ça devient le vrai connard de... Bon, en même temps, c'est un ado, je veux dire. Mais c'est un ado, jeune adulte qui... Enfin voilà, il est en train d'embrasser... Il embrasse pas. Il embrasse. Attends, il est avec Laura, ensuite il est avec Donna, ensuite il est avec Maddie, ensuite ça va être qui, tu vois, il remarque même pas dans l'épisode d'avant qu'il a fait quelque chose de mauvais. Oui, mais il est très con. Oui. C'est vraiment jusque-là James, il était gentil. Voilà. Et plein de bonnes intentions et un peu con. Et là, il est juste con. Ouais. Il fait le mec intense, mais il pense pas aux autres en fait. Et là, il perd des points de coolitude, j'ai envie de dire. Il est moins cool là en ce moment. Il serait plus cool s'il montait sur sa moto qu'il partait. Exactement. Donna arrive et elle voit Maddie en train de tenir la main de James. Elle pique une crise qui est totalement justifiée et ils comprennent pas trop. Ouais, et aussi elle compare Harold à James en gros en le traitant de con. Elle traite James de con droit dans sa gueule, quoi. Et James, il comprend pas. Genre, non, parce qu'il est con. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On ne le saura probablement jamais. Alors qu'elle dit, au moins, Harold, lui, il est gentil. Ouais. Il est intelligent, pas comme un mec avec qui elle a passé 5 minutes, quoi. Mais bon, je peux comprendre, parce que ça a l'air d'être un gars beaucoup plus sensible, beaucoup plus cultivé. Enfin. Ah, ça, c'est totalement cliché. Ouais. C'est la meuf qui est maltraitée par son mec et qui du coup se tombe sur un gars qui est genre vraiment nice guy à fond. Ouais. Et du coup elle est en crise et on en reparlera plus tard dans l'épisode et du coup elle s'abandonne un peu à lui. I don't know anything anymore. Sometimes I think I should just get on my bike and go. Au One Eye Jacks, Audrey est attachée à une chaise et Maury, le mec, le directeur du magasin Horns, filme pendant que Blackie lui injecte de l'héroïne. Je pense que c'est de l'héroïne, ça a l'air. Ah, moi dans ma tête c'était juste un sédatif. Ah non, c'est de l'héroïne. Oui, on a eu le foreshadowing de l'autre fois. Donc. Ah non, ouais. Je pense, elle lui dit même que tu vas chasser le dragon blanc, un truc comme ça, ou je sais plus trop quoi. Ok, ouais, très bien. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'elle veut faire chanter Ben, et aussi elle veut se venger de Ben, parce que Ben l'a rendue accro elle-même à l'héroïne. Ah, il veut rendre accro sa fille. Exactement, voilà. Waouh, ouais, j'avais même pas pensé. J'allais dire juste retour des choses, mais peut-être pas juste, mais... Retour des choses. Et donc, ouais, Audrey devient de plus en plus la princesse enfermée dans un château que le prince chevalier va devoir venir sauver. On est encore dans le conte de fées, là, tu vois. Sauf que bon, on ajoute l'héroïne dans le tas. C'est vrai qu'il est pas... mais c'est vrai qu'elle est endormie tout le temps, tu sais, attachée au lit, à attendre, quoi. Donc... Ouais, et comment elle est endormie, la Belle au bois dormant, elle se fait piquer, il y a du poison sur c'est ça. Une seringue, donc... Retournons au Sheriff Department, où il y a notre manchot préféré, Philippe Gérard, qui essaie de vendre des chaussures à Truman. Ce qui me fait plaisir, ça me fait juste rire de le voir en train de vendre des chaussures, quoi.
Et c'est une personnalité très bizarre quand il est comme ça là. Ouais. Il est très jovial et très. Ouais. Ah bah moi je vends des chaussures. Je vends des chaussures, hein, ma vie elle est Très voilà bizarre. quoi. Et il voit le dessin de Bob et là il commence à se sentir mal et il veut aller prendre ses médicaments, ce qui ensuite va faire penser à Cooper que without chemical he points. Donc on avait raison de ce qu'on disait dans l'épisode d'avant dans les spoilers. Yes, voilà, c'est ça. C'était pas gouré. Truman et Cooper parlent à Shelly. Elle veut pas parler. Elle dira rien contre Léo. Non. Parce qu'elle l'aime. Et surtout parce que Bobby lui a dit quoi dire. Voilà. Voilà. Et Coupe, il pige tout de suite la combine. Voilà. Et aussi, il essaie de lui faire un coup de reverse psychology, de psychologie inversée, en lui disant exactement ce qu'elle veut pas entendre ou je sais pas trop quoi, tu vois, en se disant... Ouais, mais surtout, il lui fait comprendre que elle serait bien content s'il se réveille qu'ils sont en prison. Et parfois, il est quand il est en mode FBI business, là, comme on avait dit avant, là, il est comme ça, comme quand il avait interrogé Bobby la première fois. Tu sais, où il avait dit écoute Bobby, arrête de te foutre de nous prendre pour des cons. Et là il est encore comme ça, donc j'ai l'impression que parfois avec les jeunes de la ville, il se met en mode grand frère d'Aaron un peu. Ouais, il est un peu moins violent avec Shelly. Oui, mais il lui fait comprendre très très vite. Ouais. Mais il lui claque la porte et il y a ce plan de traîne que je trouvais très très sympa où elle est juste face à la porte, elle s'en va pas et la porte se ferme lentement sur elle et elle fait juste quoi ? Elle a rien compris à toute la situation. Dans les toilettes, Philippe Gérard a une crise et donc là il devient Mike, le gars qu'on avait rencontré dans le 3e épisode, je crois, dans le rêve de Cooper. C'est ça. Donc voilà, il devient Mike et là il parle à Bob directement. Ouais. Il part à la recherche de Bob. Je viens pour toi. Donc c'est cool que Lynch il l'ait fait revenir le manchot. Parce que je l'aime bien ce personnage. Je trouve que déjà il est fascinant. Tu te dis qu'est-ce que c'est. Oui, surtout dans un environnement pareil où il est au chef département, c'est que des gens sérieux, normaux avec des. On rappelle qu'il s'est coupé le bras lui-même. Hein. Parce qu'il avait un tatouage dessus, soi-disant. Ouais. Donc, il est quand même hardcore, le gars. Au Grand Northern Hotel, notre Hongkongais préféré lit toujours le journal. Toujours en train d'observer les gens. Toujours déçu qu'il n'y ait pas de trous dans les... il n'a pas fait des trous dedans, hélas, pour l'instant. Et il y a Cooper qui s'est téléporté, là. Qui s'est téléporté parce qu'il était il était à l'hôpital juste avant, là, il est là. Il vient voir Ben. Et il sort d'un ascenseur avec une fanfare et des pom-pom girls et tout. Et il a un regard où lui-même il se dit mais quoi il a oublié 2 secondes qu'il était dans une petite. Tu sais, j'attends vraiment une convention de clown. Genre un truc comme ça, franchement. Oui. Et là, on a encore un habitant de la ville qui préfère garder ses secrets plutôt que d'aider Cooper. C'est de plus en plus, là, dans cette saison, j'ai l'impression. On a Shelly, dans la scène juste avant, qui préfère garder ses secrets et essayer de manipuler Cooper. Et là, on a encore Ben. Et il dit un truc, quand même. Déjà, il comprend vite que Cooper est après Audrey pour d'autres raisons que le boulot. Hein. Ouais. Et il a vite compris. Mais il dit aussi que c'est une mangeuse d'hommes, en gros. Oui. Et elle a 18 ans. Et il dit ça fait des années qu'elle est comme ça avec les hommes. Ouais. Et nous, de ce qu'on a vu d'Audrey, j'ai l'impression qu'elle est un peu enfermée sur elle-même dans sa bulle, dans sa vie. Je la vois pas. Mais elle répète qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut, donc à mon avis, elle fait juste l'ingénue et il se passe jamais grand chose. Je vois plus ça. Il y a des hommes qui tombent amoureux d'elle, elle les utilise pour ce qu'elle veut et ensuite elle les balance. Quoi. Je l'ai lu comme ça en tout cas. Et donc t'as pas un père qui s'inquiète pour sa fille. Non. T'as un père qui s'inquiète pour le mec à qui il parle pour dire hey, mon gars, touche pas à cette fille. Tu vois, et tu te dis quand même, mais vraiment c'est un pimp quoi. C'est vraiment un macro quoi. Ouais. Un pur macro. En plus, il fume son barreau de chaise en même temps. Putain, le Ben, cette fois, j'ai l'impression, là, en le revoyant, il m'énerve Ben dans cette saison. Ah, c'est un méga con. Voilà. C'est un méga connard. On apprend aussi que Audrey disparaissait souvent. Oui, voilà. Bon. Et le Hongkongais mystérieux se remet à suivre Cooper. Voilà. On sait toujours pas qui c'est. Mais... Agent Cooper. Let me give you the best advice that you're going to get all week. Men fall under the spell of Audrey's charms like ducks in a shooting gallery. And if you don't want a load of buckshot in your tail feathers, may I suggest that you park your jalopy outside of somebody else's window. Audrey se réveille en compagnie de Jean Reno, à ne pas confondre avec Jean Reno.
Il est incarné par Michael Parks, donc un habitué de Tarantino et de Rodriguez, qui a un visage qu'on a vu dans 1 million de films, quoi. C'est une voix aussi. Surtout connu dans les 2 Kill Bill, où il joue le rôle du shérif, qui dans le premier Kill Bill ou dans le deuxième, et de Esteban aussi, une sorte de pimp, encore une fois, qu'elle va voir pour retrouver l'endroit où Bill vit dans le volume 2. J'avais complètement oublié, tiens. Voilà, et il joue aussi donc le rôle du shérif, il le joue dans les films de Robert de Rodriguez et dans les films de Tarantino, il faisait les 2, quoi. En même temps, il lui fait manger un caramel. Ouais. Et en plus, il fait une sorte d'accent parce qu'il essaie il est censé être French Canadian, québécois. Ouais. Il a une voix flippante, ce mec, je trouve. Oui, non, ça c'est sûr. Tu sais, il a une voix très... on dirait qu'il murmure un peu quand il parle, tu vois. Ça met mal à l'aise. Il lui donne à manger directement, il lèche ses doigts ensuite. Ouais, et ensuite il lui redonne de l'héroïne. Petit sandwich, héroïne, chocolat, héroïne. Ouais. On apprend que Jean, il veut s'occuper donc de Cooper. Cooper. Voilà. Ouais. Et il sort avec la sœur de Blackie aussi. Oui, et c'est marrant de voir que les espèces de maisons closes ont chacun une Blackie. Pendant ce temps, Harry veut voir Josie avant que Cooper ne l'interroge. Et il trouve le dernier indice du géant dans les toilettes. Ah oui. Il y avait... Qu'est-ce qu'il a laissé déjà, ses médicaments? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il a laissé par terre? Ouais, la seringue. La seringue, ouais. Et du coup, il dit... Il y a beaucoup de seringues dans cet épisode. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et donc il dit, without chemicals, he points. Voilà, donc il suffit de trouver Mike et il les amènera à Bob, certainement. Et on a encore une femme attachée à un lit, après Ronette et après Audrey. On a Nadine qui cette fois est attachée au lit. C'est la 3e femme dans cet épisode qui est attachée à un lit. Pas pour les mêmes raisons. Elle, c'est parce qu'elle a des super pouvoirs, tout simplement. Et c'est confirmé encore, elle possède toujours la super force. On a Bighead qui est là. On a Hayward, Doc Hayward qui dit qu'il a jamais vu autant d'adrénaline dans une personne en parlant de Nadine. Bighead lui chante une chanson. Donc il chante On Top of All Smoky, qui est une chanson de folk traditionnelle. Et quand on regarde les paroles, c'est clairement Bighead qui parle du fait qu'il a perdu l'amour de sa vie, en l'occurrence Norma, parce qu'il n'a pas réussi, il n'a pas pris le temps de la charmer bien comme il fallait, de vraiment lui donner le respect qu'elle méritait, et donc il a perdu son amour. Et c'est ça la chanson qu'il chante en fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand il commence il dit I lost my true lover for courting too slow. Et il y a un moment où il fait une pause comme ça, quoi. Elle lui écrase la main, et elle se lève façon Terminator. Oui. Elle se met à claquer des mains, et ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Mais elle fait flipper, cette scène. Et d'un seul coup, elle se met à chanter. Oui. Et là, ça part dans l'humour. D'un coup, tu vois, t'es en train de filmer, dans le truc très grotesque. En train d'avoir peur, et d'un seul coup, tu pars dans le grotesque. Et on apprend donc qu'elle veut devenir cheerleader. Oui. Et qu'elle pense avoir 18 ans. Ça y est. Donc elle a tué la Nadine précédente, et elle a fait une sorte d'update. Maintenant, elle est retournée oui, c'est ça. Parce qu'elle savait... peut-être qu'elle était, elle était un peu plus connue, tu sais, il y a des gens qui piquent, comme on dit, au lycée, tu sais, ils arrivent à faire tellement de trucs au lycée, des trucs cool, surtout les sportifs, par exemple. Et enfin, les lycées américains. Ouais. Et... Je sais pas, parce que apparemment c'était la petite meuf timide. Ouais, ça avait l'air d'être le canard noir. Moi, j'ai plutôt vu comme récemment, avant que du coup elle fasse sa tentative de suicide, sa vie allait pas bien parce que ses rideaux, ça a pas marché et tout ça. Elle a reset complètement au moment où elle a rencontré Bighead et qu'elle était heureuse. Et quand elle se disait, je lui plais encore, quoi. Aussi. Voilà. Aussi. Ouais. Elle s'est dit, avant qu'il se rende il m'a choisi. Avant qu'il se rende compte qu'il est marié à une psycho, quoi. C'est ça. Donc voilà, Nadine à suivre aussi. Well, I'm a senior, Eddie. You know what they say. You're only 18 once. Pendant ce temps, dans la chambre de Jacobi, on a un sanctuaire à la relaxation. Sa femme est là, parce qu'il est marié, on n'était pas au courant jusqu'à présent, mais il est marié, donc à une femme qui s'appelle Eolani. D'accord. Et elle lui masse les pieds en même temps. Et là, on a une scène d'hypnose. J'avais une question, est-ce que l'hypnose peut être utilisée dans une cour de justice Ah, comme truc tangible? Comme témoignage. Parce que là, ils utilisent vraiment un témoignage pour savoir qui a tué Jacques. Ouais. Nous, on sait que c'est Leland, et ensuite, ils vont chercher Leland, donc ça veut dire qu'il leur a dit que c'était Leland. Ça peut être utilisé, ça, comme vraiment pour arrêter quelqu'un, de dire on a hypnotisé quelqu'un et... Je sais pas, je pense que Coop il marche
de manière pas conventionnelle et ensuite il récupère les preuves dont il a besoin pour incriminer. C'est vrai. Je pense pas que au tribunal tu puisses dire j'ai mis des bouteilles et j'ai jeté des cailloux. Voilà. Et le juge il fait ça me paraît très bien. Là je pense que c'est un peu la même. Il dit tant que je peux avoir les indices dont j'ai besoin. Mais là il va vraiment arrêter un homme quoi. Enfin avec juste le fait que une séance d'hypnose. Et j'aime bien que il sait pas si ça se trouve Jacobi il aime pas Leland, si ça se trouve Jacobi tu sais il a un truc contre Leland, donc il pouvait très bien essayer de enfin voilà. On parle du fait que l'hypnose c'est un scénario de golf. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, c'est du Jacobi. C'est du Jacobi à fond. Parce que je crois qu'il faisait déjà des métaphores de golf quand il parlait, quand il y a eu l'interrogation avec Cooper dans un des premiers épisodes. Il faisait déjà et il jouait avec les balles de golf aussi. Il faisait apparaître des balles de golf. Ouais, voilà. Ouais. Ou des œufs. Pendant la séance d'hypnose, il y a Harry qui manque de s'endormir, ce qui est assez mignon d'ailleurs. C'est vrai que c'était tout mignon. Et là, on apprend que Jacobi a senti de l'essence brûlée quand il s'est fait attaquer. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et là, cliffhanger. Il ne révèle pas le nom du tueur. Il dit, je le connais. Voilà. Et ça coupe à ce moment-là. Je me disais, l'épisode va se finir là, mais non, on avait encore des scènes. I dream I'm at Hanauma Bay. I'm juggling coconuts at a luau. The guests are all Nigerians. Au cimetière, Donna... On a un petit plan de chouette. Ouais. Juste te dire que ça a lieu, parce que c'est des trucs qui sont importants, voilà. Donc au cimetière, Donna dépose les fleurs d'Harold sur la tombe de Laura. Justement, j'avais noté un hibou l'observe, parce que c'est des hiboux, c'est pas des chouettes. Pardon. Elle parle à Laura, et il y a un petit côté... tu sais, quand t'es ado et que ton meilleur ami ou ta meilleure amie, d'un seul coup t'es jaloux. Il y a beaucoup de ça quand t'es ado. Ouais. Tu sais, on a l'impression que... Enfin, c'est plus... J'ai l'impression que peut-être ça vient plus d'un truc de fille, ou tu sais, genre t'as l'impression qu'elle est plus populaire que toi, ou un truc comme ça, machin. Et j'ai l'impression que Donna c'était un peu la copine... l'ombre de Laura qui servait pas à grand chose, tu vois. Et donc elle a toujours un peu, en plus de aimer Laura comme sa meilleure amie, elle a aussi quand même ce sentiment de mal-être par rapport à ça, quoi. Et elle en veut à Laura parce que lorsque Laura était encore vivante, elle était avec James. Enfin, Laura était officiellement avec James et Donna était officieusement avec James. Officiellement, elle était avec Bobby, Laura. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est le bordel. Non, mais le bordel. C'est ado là, putain. Bobby qui était avec Shelly, qui elle était mariée à Léo. Oui. Et maintenant que Laura est morte et que Donna est officiellement avec James, ça marche plus. Et maintenant il y a Maddie dans l'équation et James il est intéressé par Maddie. Donna elle en a marre quoi et elle jette un peu tout sur Laura, sur la tombe de Laura. Et j'aimerais juste dire que sur cette scène là on a un reaction shot de Pierre Tombal qui est vraiment exquis. D'ailleurs sur sa tombe il est marqué We love you. Laura c'est pas vraiment une personne, elle est représentée par nous, par nous la ville. On aime Laura et on t'a mal aimé par moment aussi. Tu vois, c'est pas genre Homecoming Queen ou tu sais s'il y avait été créé un truc qui la représente elle. Là c'est un truc que c'est la ville. Il y a autant de Laura que de personnes qui ont connu Laura. Et les gens dès qu'on parle de Laura ils parlent d'eux en fait au final. Tu vois ils parlent pas de Laura, ils parlent d'eux-mêmes. Et quand elle nous a introduit au début de la première saison, ils nous en parlent tous de manière différente. Ouais. C'était la femme fatale, c'était le petit ange de Meals on Wheels. Carrément. Voilà. Et donc Donna, elle en a marre parce que même depuis que Laura est partie, et c'est autour de ça que tourne la série, ils en sont encore à devoir se démerder avec les problèmes de Laura. Ouais. Et elle en a marre d'être la meilleure amie de Laura, même après que Laura soit décédée. Ouais, complètement. Et c'est là qu'on a ce reaction shot de Pierre Tombal qui est en mode meuf, je suis morte. Je suis morte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? As much as I love you, Laura, most of the time we were trying to solve your problems. And you know what? We still are. Not mine or James or Maddie's, yours. You're dead, Laura, but your problems keep hanging around. It's almost like they didn't bury you deep enough. James fait son petit... la technique de James pour draguer les nanas, c'est de parler de sa mère qui l'abandonne.
À ce moment-là, il est pas dans un gazebo. Ouais, il est toujours en train de dire ouais, ma mère, elle est pas cool. Revenu. C'était une mauvaise idée cette histoire de clochette sur Michel. Mais c'est un petit côté Noël. Ouais. Et ouais, c'est la deuxième fois de l'épisode que James il va se réfugier avec Maddie et il fait la même connerie. Il s'embrasse. Et là, il dit je veux juste un câlin et un pique-nique. Tout ce que je voulais depuis le début, c'était juste un pique-nique. Mais oui, en fait. On a oublié que James, à l'origine, tout ce qu'il voulait, c'était son pique-nique et il l'a toujours pas eu, son putain de pique-nique, quoi. Alors, tout ce qu'il veut, c'est prendre sa moto et partir loin pour faire un pique-nique tout seul. Pique-nique tout seul sur le bord de l'autoroute A1, tu vois. Avec son jambon beurre, là. Et il casse la lampe préférée de Leland, en plus. Et Leland arrive sur ses entrefaits en mode mais ma lampe. Elle a rien fait, cette lampe. Et donc Maddie qui est réconfortée par Leland dans une scène très sympa, je trouve. Oui. Et elle lui dit c'est comme si j'étais tombé dans un rêve. Oui. Donc encore une personne qui parle d'être dans un rêve. Encore une fois. Et elle en a marre d'être comparée à Laura, bien sûr. Mm. Et la Truman et Cooper arrivent. Ouais, parce que c'était ouvert, littéralement. Pour arrêter, bah oui, James a pas claqué la porte. Il est parti comme ça. Pour l'arrêter pour le meurtre de Jack Renault. Et c'est intéressant parce que dans cet épisode, jusque-là, Leland, il a prouvé qu'il pouvait être utile et qu'il pouvait être réconfortant. Donc, juste avant d'être incriminé, vraiment juste à la dernière seconde avant d'être incriminé, il se révèle comme « Ah, peut-être c'est un mec bien. » Ouais. Et juste après, non, menottes, commissariat. Voilà. C'est intéressant, c'est même pas un arc qu'il a, c'est des montagnes russes. C'est une montagne russe, ouais, complètement. Donna retourne vers Harold, qui la réconforte et qui fait le nice guy. Et là, elle trouve le deuxième journal de Laura Palmer. Ouais. Donc son journal secret. Ouais. Et voilà, donc c'est cool, on est en plein dans le... On est de nouveau dans Laura, quoi. C'est vrai. Ce début de saison est bien, je trouve. Sans aller dans les spoilers, vers la deuxième partie de la saison 2, on s'éloigne beaucoup de tout ça, et c'est peut-être là que la série se perd un peu par moment. Mais quand la série est concentrée sur le meurtre de Laura, c'est là qu'elle est la meilleure, quoi. C'est vraiment là qu'elle est la meilleure. Et on s'arrête pas de trouver d'autres indices, donc là il y a un second journal, c'est lui qui l'a, et on en parlait tout à l'heure, du coup Donna, trahie 1000 fois par James en un seul épisode, elle se réfugie dans les bras du nice guy qu'elle vient de rencontrer, qui va nous offrir une grosse subplot de... Comment il s'appelle le méchant dans La Belle et la Bête? Gaston. Ouais, il a un nom à la con. Gaston. Bah, en gros, Gaston c'est James. Oui, c'est ça. Et la bête c'est Harold. Oui, totalement. Voilà. Totalement. Jean Marais dans le rôle de Harold. Est-ce qu'on passe à la section spoilers maintenant qu'on a fini l'épisode? Ouais, on est terminé sur un petit cliffhanger. Allez, c'est parti. J'ai parlé de Bob dans la section spoilers. Yo, dude. What is that? Dude, check it out. It's David Lynch. Oh my god, is that fucking David Lynch? What the fuck is David Lynch doing? He's just sitting on the fucking corner of La Brea and Hollywood. With a fucking cow! Allez, parlons de Bob. Allez. Alors, Bob épelle son nom avec les lettres sous les ongles. Le T pour Teresa, le R pour Laura, le O pour Ronette et le B pour Maddie. Il épelle dans le mauvais ordre en plus. Donc O-D-I-L. On l'a refait. Lido. Apparemment, Lynch et Frost avaient prévu d'autres meurtres qui manquent des lettres. On est d'accord? Ouais. Il n'y a que 4 lettres sur un prénom, qui en a quoi? 6 Donc oui, il y avait d'autres meurtres de prévus. De toute façon, ils n'avaient pas l'intention de dire qui a tué Laura Palmer. C'était pas du tout dans leur intention, pas une seule fois de le dire. Même s'ils avaient fait 6 saisons, ils auraient voulu ne jamais le dire qui a tué Laura Palmer. Donc à mon avis, il y aurait eu plus de morts. Ça se trouve, ils ont rajouté Robertson pour en plus en faire encore plus. Tu vois. Moi, je me suis dit, c'est juste un mec qui s'appelle Robert Robertson et voilà. Ça m'a suffi pour être content. Donc c'est à cause du network qui voulait résoudre l'enquête qu'on n'a pas toutes les lettres, j'imagine. Un petit truc que j'ai noté, c'est que Bob est né durant le premier test atomique. Oui. Voilà, la bombe atomique a été inventée par un autre Robert. Ah, mais oui. Robert Oppenheimer. Yes. Qui a dit « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ».
Et donc c'est intéressant de savoir que le mec qui a créé la bombe atomique a le même prénom que Bob. J'avais même pas pensé. Et c'est que ça m'est venu comme ça. J'étais content. Oui. J'ai enfin une théorie que j'ai trouvée de moi-même. Ah, mais oui, non, mais c'est... Effectivement. Ouais. Effectivement. Donc voilà, c'est sympa. On en reparlera peut-être dans l'épisode 8, tiens, de la saison 3. Est-ce que, ça c'est très très con, mais est-ce que tu penses que, comme Laura, elle a dit à James, you wanna play with fire, etc., tu penses qu'à un moment elle s'est retrouvée un peu possédée par Bob, ou c'était juste l'influence de Bob Bob a jamais réussi à la posséder, mais son but ultime c'était de posséder Laura, mais il a jamais réussi à la posséder. D'accord. C'est surtout expliqué dans Firewalk with Me, ça. Faut que je l'envoie. Que vraiment... c'est pour ça qu'elle met l'anneau à la fin, il peut pas la posséder si elle met l'anneau et tout. Et ouais, donc Bob, lui, c'est ça, c'est ce qu'il veut, c'est son prix ultime, Laura, de pouvoir la posséder. Ah oui, puisque on nous montre dans la saison 3, c'est la réponse directe au mal de Bob, c'est la bonté dorée de l'orbe de Laura. Exactement. Parlons d'un autre truc très important dans la série, parlons de Dick Tremaine. Allez. Qui fume devant un signe no smoking, comme un autre Dick. Dick Horn, Richard Horn, dans la saison 3 de Twin Peaks, et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, c'est un truc dans la série où, pour montrer qu'un personnage est un connard dès sa première scène, c'est dès sa première scène, il s'appelle Dick, et il fume des cigarettes devant un signe no smoking. Voilà. Pas faux. Et ensuite, on a la confirmation, donc Jacobi, comme il a senti l'essence brûlée, que c'est très certainement Leland et Bob qui l'ont tué, quoi. C'est tout ce que j'avais, moi, au niveau moi aussi, du coup. T'avais rien du tout. J'avais juste ma question sur Laura. La question sur Laura. Ok. C'est quoi le prochain épisode ? Ah, j'ai pas noté. Le prochain épisode s'appelle Laura's Secret Diary. Très bien. Voilà, ça c'est un bon titre. Tu sais ce que t'as, quoi. Voilà, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Voilà. Non, mais c'est cool, on va en apprendre plus sur Harold Smith. Et on espère aussi que Audrey va être sauvée un jour. Ouais, ce sera bien. Ce serait sympa parce que là, franchement, elle est en train de se faire droguer, c'est pas très cool. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Hey, Dean. Doc says I should sing a song for you. I'm sorry, honey, I'm not sure what you'd like to hear. On top of Old Smoky, all covered with snow, I lost my true lover, a-courting too slow. Courting's a pleasure, pardon's a grief. A false-hearted lover is worse than a thief. Good God.